dire, si vous avez un gouvernement occulte du monde, mais d'êtres humains, mais louches, mais sombres, mais dans les coulisses, noyautant toutes les administrations, tous les circuits internationaux, toute la diplomatie, plaçant des agents à droite, à gauche, vous n'avez pas moyen de vérifier même de quel bord ils sont, de ceci et cela. Et puis alors, un groupe totalement occulte. Que dans les livres, on appelle de toutes sortes de choses, les vers, les... Oh, comment ça s'appelle? C'est un drôle de nom. C'est des entités de l'autre monde, quoi. C'est pas vrai. Oui, c'est... Oh, je plus le nom, hein. Vous m'excuserez, mais c'est très particulier. Alors, ces êtres ont une particularité, c'est comme ce sont des êtres maléfiques non humains, et ils se nourrissent, alors ils ne sont pas nourris par Dieu, ils peuvent pas dire à Dieu, envoie-nous un petit peu d'énergie parce qu'on faiblit là, parce qu'ils s'épuisent à faire tout ce qu'ils font. Ils se nourrissent des énergies des êtres vivants. Donc ils ne peuvent pas capter des forces des animaux, mais des forces des humains. Ah, vous allez dire, c'est bien beau, mais comment des démons de ce genre, ils peuvent capter l'énergie des humains? Eh bien, vous savez qu'on dégage tous de l'électricité, du magnétisme, du courant, un petit peu, hein. Vous avez déjà vu quelqu'un en colère est absolument déchaîné, dégager une énergie, il peut attraper une poteuse, balancer par la fenêtre, boxer quelqu'un, alors que d'habitude c'est un pacifique, parce que soudain il y a une décharge très forte. Si vous multipliez ce genre de choses par une foule entière qui se met en colère, qui manifeste, qui crie, qui vocifère, etc., il y a 100 000 personnes dans un stade, etc., qui crient à mort un tel, etc., vous dégagez une énergie, vous allez dire, ça n'a aucune importance, si, parce que c'est capté. Et en gros, ils captent les choses de ce genre et les émotions. Et surtout, les émotions négatives, elles sont censées être plus fortes. C'est-à-dire une colère, une violence, une haine, etc. Ça dégage beaucoup plus d'énergie qu'une passion, etc., ou une grande émotion à pleurer parce qu'il y a eu une catastrophe. Alors, qu'est-ce qu'il s'agit de faire? De multiplier les émotions collectives, hein, pas l'émotion d'une personne. Nous, si on est ému ici du massacre qui a eu lieu peut-être aujourd'hui dans le monde, c'est pas grave. Mais une émotion, vous avez un peuple entier à genoux dans la prière, accablé, pleurant, répondant au micro, c'est une catastrophe. Alors là, l'émotion populaire générale, alors c'est toute l'Europe. Alors là, quand il y a eu les attentats, c'est toute l'Europe. C'est fantastique, les images de la Syrie, c'est épouvantable, les choses sont catastrophées, et toutes les énergies sont captées. Parce que ça se passe à un niveau énergétique, à un niveau magnétique. Donc, vous allez dire, alors forcément dans la pratique, il y a toujours quelqu'un qui dira, mais ça, c'est pas captable, c'est pas beau être capté, c'est pas comme de l'eau qu'on prendrait dans un récipient, mais au niveau psychique et spirituel, si vous êtes très branché sur ces choses-là, c'est obligatoire. N'importe quel pratiquant de sciences occultes vous dira que oui, une énergie se dégage d'une personne, on l'absorbe. Puis on peut aller dans l'autre sens, on influe un truc, lui donner une énergie, l'hypnose existe, les implants psychiques existent, des choses comme ça. Donc en gros, il y a une interférence des énergies entre là plusieurs plans d'êtres, de vibrations différentes, mais tout circule. Et comme eux sont des grands spécialistes, ceux qui sont dans les coulisses, ils font des sciences occultes, ils ont des pouvoirs paranormaux, ils sont tout ça, ils gèrent un petit peu tout ça facilement. Bon, ils réussissent même à téléguider des entités désincarnées. C'est-à-dire ils prennent un décédé ou des décédés qui n'ont pas réussi à gagner des plans supérieurs d'existence qui restent dans ce qu'on appelle le bas astral, ils les captent, leur donnent un implant psychique et des véhicules comme terroristes, criminels, tout ce qui est. Alors forcément ça, par rapport à tout ce que j'ai raconté avant, c'est incroyable. Vous allez dire, autant ça paraissait à peu près logique et normal avec les développements historiques, autant ça on ne peut pas croire 5 secondes. Mais bon, alors, quand on en est là, on se dit, alors, mais la belle chance ça va, et qui fait ça, donc il y a une centrale de contre-administration qui existe, qu'on appelle les Verts d'ailleurs, oui, tiens, on appelle les Verts, ça fait allusion, les Verts, alors c'est pas des écologistes, parce que c'est plutôt le vert de la couleur du serpent et des reptiles. Bon, on les surnomme aussi les 72. Alors, curieusement, les 72, ils seraient 72 grands maîtres secrets, etc. C'est que dans l'histoire des Iris, justement, vous savez, ils enferment Osiris dans des sarcophages, on voit le sarcophage à la mer, etc. Puis après, Isis le récupère, puis Seth qui a appris qu'il avait été récupéré, il vient pour pas qu'on le ressuscite, parce qu'Isis a toujours l'idée de ressusciter Osiris, c'est une grande magicienne qui ressuscite les morts, hein.
Alors, Michel, c'est hallucinant. Hein. Et là, cette découpe aux iris en 14 morceaux. Et puis, il plante les 14 morceaux dans les 14 provinces d'Égypte. Et Isis, bien sûr, a su ça. Il n'était pas là au moment où le découpage a eu lieu. Récupère les morceaux, les recolle, il met les bandelettes, fait la première momie, fait des passes rituelles, ressuscite l'iris. Sauf qu'il y a un morceau qu'il peut récupérer qui est la verge. Le phallus n'a pas été récupéré. Donc il y a 13 morceaux, alors vous avez un jeu sur les nombres avec les 13, les 14 et tout ce qui s'ensuit. Mais en gros, Seth avait fait son coup avec 72 compagnons. Et en 1922, quand le ministre des Affaires étrangères allemand, Walter Rathenau, a été assassiné par des nazis, il est tombé sur le trottoir, il a été tiré parce qu'il voulait un accord sur les réparations allemandes avec un plan de négociation avec les États-Unis. Puis on a dit, dans les milieux nazis, hein, Rathenau c'est un juif, il est d'accord avec les Américains et les financiers américains qui veulent refinancer la dette des réparations d'après-guerre mondiale des Allemands, c'est des juifs, etc. Mais il faut l'abattre, ils l'ont abattu. Et quand il est mort, il n'était pas tout à fait mort au moment où il est tombé. Il y a des gens qui se sont précipités pour le secourir, et on lui a dit qui, en gros, qui a fait le coup. Au lieu de répondre, ben, les nazis que vous connaissez tous, on est en 1922, ils existaient déjà, il a répondu les 72. Alors on s'est dit, dans l'histoire, il n'y a pas beaucoup de groupes qui s'appellent 72. Quand on connaît l'histoire, on sait que c'est les compagnons de Seth. Vous allez dire, oui, les compagnons de Seth, c'est l'histoire d'Osiris, c'est complètement bidon parce que c'est une légende, c'est de l'Antiquité égyptienne, il ne peut pas avoir 72 aujourd'hui, mais il y a la même bande. Bien sûr. Alors, du coup, on a fait une enquête là-dessus. On s'est aperçu que sa maîtresse était, je ne sais plus quel nom, hein, était très très branchée dans le milieu ésotérique. C'était une initiée elle-même et elle connaissait un peu tout le groupe dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et c'est par elle qu'on a su que c'était un groupe occulte international qui fomentait un truc absolument incroyable de tirer les ficelles à la fois du nazisme et du communisme russe. En gros, il y aurait eu derrière ces deux régimes la même société secrète. Ou les mêmes, c'est tout une nébuleuse, hein, et que ces groupes auraient donc lancé Hitler comme personnage, auraient soutenu à un moment Lénine. Lénine, par exemple, du temps où il était réfugié en France ou en Suisse. D'ailleurs, il y avait besoin de fonds pour ces mouvements. C'est des financiers internationaux qui l'ont financé. Alors là, il y a des gens qui disent toujours, mais c'est impossible. Comment vous voulez que des financiers, milliardaires, capitalistes, soutiennent des gens comme Hitler et comme Lénine. Alors, en plus d'un bord opposé. Parce que eux, le plan qu'ils visent est planétaire et préparé sur des dizaines d'années. Il n'a rien à voir avec nos conceptions. Et nous, on peut soutenir deux mouvements totalement opposés en même temps dans la coulisse. Puis à un moment, il s'est passé un truc qu'on raconte dans ces histoires-là. Hein. C'est que Hitler a un peu échappé à ses maîtres. Il a voulu faire son propre jeu. Il a décidé d'envahir la Russie alors que c'était pas du tout prévu dans le planning. Et à ce moment-là, on a arrêté le soutien. Comme par hasard, il a commencé à tout perdre. Et il a été vaincu par les Russes. C'est le retour, c'est le choc en retour. Là-dedans, c'est des trucs absolument semblables, où on n'a pas très de preuves de ça. Alors, mis à part des histoires pareilles, qui montrent toujours qu'il y a un arrière-plan occulte du monde et du tas de sociétés qui opèrent dans tous les sens, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et quels sont les groupes et les pays qui s'occupent de tout ça? Alors, vous avez tous entendu parler du 11 septembre 2001 et la fameuse destruction des tours. Alors, quand je ne veux pas refaire l'exposé, parce que dans l'exposé sur les États-Unis, il a eu lieu. Hein, et vous savez, cette sensation des deux tours de Manhattan qui ont été détruites. Alors, vous savez que, justement, ces groupes internationaux, ils veulent unifier la planète pour créer un nouvel ordre international qu'ils appellent le nom Nouvel Ordre Mondial. Et ça existe, hein, parce que même M. Sarkozy a dit nous allons tous vers un nouvel ordre mondial et il sera impossible d'y échapper. Si c'est lui qui l'a dit, que c'est pas un illuminé, je sais pas quoi. Alors, forcément, un grand coup international. Alors, je voulais vous dire que ce groupe faisait, par exemple, les mêmes centres-villes avec les mêmes gratte-ciel partout. C'est une nouvelle tour de Babel. Hein. Alors, quoi de plus symbolique que de détruire les deux grandes tours de 110 étages de Manhattan? En fait, ils ont détruit 3 tours. 3 tours comme les 3 colonnes qu'il y a dans les temples maçonniques. Mais il y en a une petite qui s'appelle la 7e tour.
parce que c'est la 7e dans le planning des tours, et puis les deux grandes très connues. Alors ça fait penser aux deux tours qu'il y a, deux colonnes qui y a à l'entrée du temple de Salomon. Et dans la franc-maçonnerie, les colonnes qu'on appelle Joachim, Chapin et Bob. Toujours deux tours, comme les deux tours qui forment comme deux gigantesques piliers. Alors le 11 septembre, vous retrouvez le 11, il y a beaucoup de choses qui se passent le 11. Vous avez le 11 août, l'éclipse du soleil, vous avez le 11 septembre, alors vous voyez quand vous traduisez, 2 et 9, hein, si on met en numérologie le 9 par le mois de septembre et 11, bon ça donne 14, vous avez le chiffre 14, très très important, symbolique, qui fait 5, on additionne 1, 4, 5. Mais alors on s'est aperçu que le 11 revenait partout. Bon, par exemple, le 11 septembre, c'est le 254e jour de l'année. Rien d'extraordinaire à ça. Hein, bon, sauf que quand vous additionnez 2 et 5, 7 et 4, 11, vous dites comment ça se fait que le jour du 11, c'est justement le jour de l'année qui donne un 11 comme addition. Voilà. Et après ce jour, en septembre, il reste 111 jours pour finir l'année. Bon, alors, l'État de New York est le 11e État à entrer dans l'Union quand il y a eu la fondation des États-Unis. Vous savez qu'au début, ils sont partis à quelques États, puis il y a eu 11, puis 13, puis maintenant on est à 50. Et chaque État, l'Arizona, le machin, est rentré, il y a un numéro. Hein, alors là, c'est le 11e. Alors forcément, la tour de Manhattan, c'est à New York. Donc dans l'État de New York, 11e État. Quand vous avez à l'époque le président George W. Bush, le total fait 11 lettres. Et le Pentagone, vous savez qu'il y a un attentat aussi contre le Pentagone qui est juste détruit, la muraille extérieure, etc. Eh bien sûr en américain, The Pentagon, il y a 11 lettres. Qu'on a considéré comme une attaque contre les États-Unis, aussi scandaleuse que Pearl Harbor. Mais Pearl Harbor, vous avez 11 lettres aussi. Bon, vous voyez. Alors Madrid, il y a eu un attentat à Madrid, vous retombez à 11 mars, bon c'est une année 6, 2 et 4, 6, bon, etc. 11 mars, vous retombez 11 et 3, 14, vous retombez 100 à 14, etc. Vous additionnez une année 6 avec 14, vous avez le 20, qui est la lame du jugement du tarot, etc., etc. Et il y a des dizaines d'autres. Vous prenez l'avion du président qui s'appelle Air Force One, vous avez Air Force One, l'avion présidentiel, il y a 11 lettres. Alors, si c'est pas 11 qui intervient dans toute la symbolique, vous allez dire oui, mais si les terroristes sont des islamistes et pas des Américains, et que le 11 c'est un chiffre fétiche pour les États-Unis, comment ça se fait qu'ils utilisent le 11? Est-ce qu'ils ont voulu marquer le coup pour dire c'est des spécialistes du 11, un autre pays serait spécialiste du 18, on va faire des attentats toujours avec ces dates-là, et puis si on additionne les nombres, de toute façon on va toujours retomber sur les mêmes chiffres. C'est un coup monté, mais par qui? Alors sinon c'est 13. Il y a beaucoup de nombre 13. Hein, c'est dans l'histoire des États-Unis. Hein. Et au début, les premiers États-Unis du XVIIIe siècle, c'était 13 États. Voyez. Alors 13 colonies au départ. Voilà. Le nombre 13, c'est la lame de la mort dans le tarot. Et vous avez 13 dans le grand sceau des États-Unis, vous avez un grand sceau des États-Unis avec une pyramide, avec des briques, avec un aigle qui tient des flèches, et à chaque fois que vous faites un calcul, vous tombez toujours sur 13. Parce qu'il y a 13 flèches, il y a 13 feuilles, il y a 13 feuilles d'olivier, il y a 13 boules, ceci, 13 boules, un nombre de 13 à l'infini. Alors quand vous posez cette question-là aux États-Unis, ils vous répondent toujours, mais c'est normal, c'est pouvoir commémorer les 13 États du départ. Mais ça fait un peu trop de 13 quand même. Surtout quand vous voyez l'obélisque. Vous avez une très grande obélisque en ciment. Alors c'est pas une obélisque égyptienne qu'on a traînée comme nous de Luxor pour mettre à Washington. Hein. C'est un truc cimenté. Elle fait 169 mètres. Alors bon, on a voulu que ce soit le plus haut obélisque dedans. Quand vous additionnez les chiffres, vous êtes à 16. Et quand vous êtes à 16, c'est le nombre dans les destructions. Car le 16 intervient toujours. Pourquoi? Parce qu'en numérologie, on ne va pas voir ça. Hein. Quand il y aura l'exposé sur la numérologie, je vous dirai quels sont les chiffres qui sont censés être bénéfiques, censés être maléfiques. Forcément, le 3 et le 7, c'est censé être bénéfique, le 12. Puis alors, bien sûr, le 2, le 6, le 13, le 16, c'est les nombres un peu plus délicats. Hein. D'où le fameux 666. Alors, quel rapport ça a à voir avec tout ce que je vous raconte? Moi, les études que j'ai faites pour écrire mon livre, 666.
C'est intéressant à tout ça, bah, c'est que, comme ça, hein, d'un point de vue intellectuel, je me suis dit, bon, ben, en gros, les États-Unis pourraient avoir un rôle à jouer dans les décalages des temps. D'abord parce que c'est la première puissance du monde. Ensuite parce qu'elle est très maçonnique. Franc-maçon, son rôle, c'est les francs-maçons partout. Washington, il y a un plan maçonnique dans la ville. Vous croisez les rues, vous suivez l'itinéraire des rues, vous avez des sceaux de Salomon, vous avez des losanges, vous avez des carrés, vous avez tout un tas de choses. Hein. Il y a même la tête de la bête à un endroit, c'est-à-dire vous suivez le trottoir des allées, vous avez une bête dans le plan de la ville. C'est quadrillé, hein. C'est géré par une d'autres villes aussi, on ne sait pas, hein. Heureusement déjà. Et alors je vous raconte une anecdote en passant très vite. Il y a un gars qui étudie un jour le plan de Washington pour voir un petit peu tous ces aspects géométrico, symbolico, machin chose. Et puis on a cherché par la capitale, parce qu'au début, quand on a voulu créer une capitale pour les États-Unis, quand ils étaient fondés, on ne savait pas dans quel État mettre la capitale. Parce que chacun des 13 États disait la cathédrale chez moi, je sais pas. Alors j'ai dit ben non, parce que ça va avantager un État qui va se prendre par le maître du monde, les autres vont râler, on va trouver un endroit neutre. Alors il y a 2 États qui ont donné une partie de leur territoire, chacun un morceau, pour mettre la capitale. Ça s'appelle le Columbia District, district de la Colombe. Washington, on dit toujours Washington DC, Washington District de Columbia, puis même les capitales là, elle est hors État, si vous voulez, elle est supra-étatique, quoi. Et alors ce gars qui cherchait les plans de la ville pour voir comment c'était au XVIIIe siècle, comment c'était parce que ça a été modifié, alors la retracé des rues, a fait, je voulais étudier un peu ça. Il a cherché dans les États en question, Connecticut, je ne sais plus trop quel État, qui avait donné la parcelle, au cadastre, des choses sur la parcelle, combien d'hectares, etc. C'est la parcelle numéro 666. Alors, forcément, ça peut être dû au hasard. Je veux dire, quand vous êtes dans un contexte pareil, dû au hasard, c'est un petit peu embêtant. Alors là, je vous ai mis quelques aspects. Alors c'est très particulier, hein, parce que on pose la première pierre du Capitole à tel moment, George Washington prend ses fonctions à tel moment, c'est toujours des dates symboliques, il n'y a rien au hasard, jamais. Alors je repasse le détail, mais quand vous avez des événements très connus, comme le débarquement, Hiroshima, Nagasaki, etc., quand vous prenez la date du débarquement, 6 juin 44 à 6 heures, vous avez que des 6. Parce que forcément, 6 juin, ça fait 6-6, et 44, ça fait 1, 9, 10, 14, c'est 4, 18, et 18, c'est 6 plus 6 plus 6. Et comme par hasard, la première vague de débarquement a été mise à l'eau à 6 heures du matin. Vous dites, mais c'est pas possible. C'est invraisemblable. Alors vous dites, oui, mais là, c'est une coïncidence. Parce qu'on vous dit toujours, c'est une coïncidence. Là, vous avez trouvé une date avec des 6. C'est le plus grand des hasards. Vous ne pouvez pas refaire la même chose avec le reste. Mais que vous prenez 7, 8 événements historiques, vous retombez toujours. Si vous prenez Hiroshima, le 6 août 1945, vous avez 6 et 8, 14, 1 et 4, 5. 1945, 1 et 9, 10, 19. 1 et 9, 10, 15. 1, 5, 6. Et vous allez dire, mais après, à Nagasaki, vous n'allez pas refaire le même coup, parce que c'est après. Et bien après, là, c'est le 9 août 45. Vous avez 1 et 7, 8. Vous avez 1945, forcément, toujours 10, 18. Tu vas retomber. 6 plus 6 plus 6. Alors vous allez me dire, mais vous allez quand même pas faire la même chose avec la guerre de sécession, avec la guerre de Corée, avec machin. Et bien à chaque fois que vous le faites, vous retombez sur des trucs comme ça. Si vous échappez au 6, vous êtes sur le 18, c'est 6 plus 6. Quand vous tombez sur 36, c'est bien sûr 6 fois 6. Et quand vous échappez à un 6, un 18, un 36, vous tombez sur un 13 et vous tombez sur un 16. Alors ça c'est le plus beau, c'est que sur le fameux grand sceau qui a été, c'est le sceau des États-Unis, il est sur le tapis de la maison ovale, etc. Et on le met quelquefois sur les symboles, sur les documents. Et Roosevelt, un très très éminent franc-maçon, a décidé soudain pour rappeler le sceau des États-Unis et la mère patrie de mettre le sceau des États-Unis sur le billet de 1 $. Ce qui fait quand vous avez les billets de 1 $ du temps de Roosevelt sortis, il y a des millions d'exemplaires dans le monde. J'en ai même un mot, il est arrivé jusqu'ici. Une fois j'ai changé de la monnaie, puis j'ai eu des dollars, puis j'ai le fameux dollar avec le sceau des États-Unis dessus. Alors c'est très rare qu'un pays mette le sceau de sa nation sur un billet de banque. Nous on met pas
le drapeau bleu, blanc, rouge, c'est un pays de banque. Alors dessus, il y a, alors vous avez une formule latine, c'est la rénovation des siècles, alors c'est écrit en latin, puis ça fait 13 lettres, bien entendu. Et puis vous avez la date de 1776 écrite en chiffres romains. Alors pourquoi 1776? Parce que c'est la date de la déclaration d'indépendance. C'est-à-dire que les Américains fêtent la déclaration d'indépendance le 4 juillet, mais c'est la commémoration de 1776. Mais c'est écrit comme ça. C'est allusion au latin, parce que c'est allusion à Rome. Voilà que les Américains se considèrent comme les héritiers de l'Empire romain, allez savoir pourquoi, puisqu'ils n'ont rien à voir avec une histoire antique. Mais ils appellent un monument le Capitole, ils construisent des obélisques, et puis ils veulent une histoire comme l'histoire ancienne, c'est un continent, enfin un pays qui a démarré le XVIIIe siècle. Bon, mais ça c'est très curieux, ça veut dire 1776. Hein. Et bien alors, certains petits malins, des spécialistes de numérologie, je me laisse ce côté-là, on a découpé en 3 morceaux. MDC, CLX, c'est des chiffres romains, le 10 c'est 10, le V c'est 5, comme vous savez. Quand vous prenez MDC, les 3 premières lettres, un chiffre romain, ça fait 1600. C'est-à-dire le M c'est 1000, le D c'est 500, le C c'est 100, ça fait 1600. Et quand vous prenez les 3 lettres suivantes, CLX, bien sûr, vous avez 100, 50 et 10, et vous avez 160. Puis quand vous prenez le 3e, 16, ben vous avez 16. Et si vous additionnez le total, vous avez 1776. Mais écrit comme ça, avec à chaque fois un dégradé de 16. Vous ne pas retrouver un 16 là, mais une fois 1600, une fois 160, une fois 16. Bon, c'est très curieux. Alors si vous prenez dans l'autre sens MCX, bon ben là vous allez avoir 1110. Vous allez retrouver là une dégradation de 10. Forcément le total fait 1110. Bon, puis vous pouvez faire DLV. Vous avez 555. Ça fait 555. Puis vous pouvez faire CX. Un oui, vous avez 111. Bon, quand vous additionnez les 555 d'ici et les 111, vous avez 666. Bon, et alors vous allez dire, oui, mais à quoi ça sert? Pourquoi une fois on a 1776, une fois 1110 et une fois 666? Quand vous avez 666, c'est la marque de la bête. Quand vous avez 1110, c'est en système binaire. Quand on calcule un nombre en base 2 comme le système binaire qui a été le nombre babylonien, en gros, c'est 1110 qui correspond à 1776. En gros, vous avez 3 dates qui sont données par ce schéma-là en 3 systèmes différents de calcul. En gros, on le calcule une fois en date normale, 1776 après Jésus-Christ, on le calcule une fois en système binaire babylonien et on le calcule une fois en système de Kabbale. Mais à chaque fois, les 3 suivants ensemble, c'est-à-dire qu'en gros, 1776 cache 1110 qui cache 666. En gros, ça veut dire qu'il y a la bête derrière. Alors, vous retrouvez les 111, là, les 11, toujours. D'ailleurs, 666, c'est 6 fois 111. C'est dire, mais c'est absolument incroyable, un truc comme ça. On n'y croirait même pas que ça puisse exister. Là, c'est totalement vrai, hein. C'est pas des Illuminati, c'est une démonstration totale par le calcul. Hein. Vous dites, bon, bah, comment on peut échapper à ça? Un mathématicien ne peut pas dire en court-circuit ce genre de choses. Alors vous allez dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ah, ça veut dire que le fameux 666 dont on parle dans l'Apocalypse concerne les États-Unis. Ils vont pas apprécier. Dire des choses comme ça. Alors ça vient, comme je vous disais tout à l'heure dans mon livre, j'ai court-circuité un peu sur autre chose, mais en lisant des histoires sur la fin des temps, il y a un chapitre très spécial dans l'Apocalypse, qui est un chapitre 13, alors forcément c'est 13, avec des versets qui vont de 16 à 18, alors forcément c'est 16 à 18, comme il n'y a rien qui est dû au hasard dans des textes pareils, il y a un sens, c'est-à-dire les nombres des chapitres, des versets, c'est déjà c'est symbolique, et c'est là-dedans qu'il y a, qu'il y a une bête avec 7 têtes, oui, 7 têtes et 10 cornes, etc., etc. Et alors tout à la fin, à partir du verset 16, il y a la bête, une gueule avec des mâchoires en fer, broie les humains, etc. Et puis à un moment on dit, et nul ne pourra acheter ni vendre sans la marque de la bête. Et qui n'adorera pas la bête sera mis à mort. Et si tu as l'intelligence, calcule le nombre de la bête, et le nombre de la bête est 666.
forcément, cette partie-là de l'Apocalypse est totalement mystérieuse. Depuis le 1er siècle après Jésus-Christ, les exégètes se cassent la tête pour savoir qui est 666. En fait, on ne devrait jamais dire 666. C'est pas 666, c'est 666. C'est un 6 sur 3 plans, physique, psychique, spirituel, totalement perverti par une entité qu'on appelle la bête. Alors on s'est dit, comme on dit, 666 calcule son chiffre, était un chiffre d'homme, qui ça peut être? Partout qui est passé. Néron, Caligula, je sais pas qui, tel roi, Hitler. Alors, en prenant les lettres, en mettant des chiffres pour les lettres, vous arrivez toujours à trouver qu'un tel, même le pape, alors, le pape, vicaire de Jésus-Christ, vous traduisez vicaire de Jésus-Christ en latin avec ces lettres-là, vous remplacez par des nombres et vous avez 666. Alors les protestants ont dit 666, c'est la papauté. Puis d'autres ont dit c'est un empereur romain. Puis alors quand il n'y a plus l'empereur romain et plus l'empire romain, c'est dit mais alors c'est qui 666? C'est Napoléon. C'est un être cruel qui a fait plein de guerres, qui d'ailleurs a persécuté l'Église, hein, puis il s'est fait sacrer par le pape, enfin c'est une bagouille pas possible, etc. Hitler, alors machin, tout y passe. Puis comme l'Apocalypse n'a pas encore eu lieu, ça ne peut pas correspondre à ces personnages. Alors moi qui ai réfléchi sur la question, je ne vous dis pas que ce que je dis est vrai, hein. Mais j'ai pensé que c'était peut-être pas un chef d'État et pas un homme. On dit c'est un nombre d'hommes, mais on ne dit pas c'est le nombre d'un homme. C'est-à-dire en gros ça concerne les hommes. C'est un système, et j'ai eu l'idée, parce qu'on parle beaucoup de ces choses-là aujourd'hui, que ça pouvait être un code. Parce que vous savez, aujourd'hui, faites votre code. Retenez votre code, bancaire, machin truc, 60 codes. On dit tapez votre code, vous appelez 3 organismes dans la journée, c'est une idée. Et je me dis, tiens, si c'était un code, ben, c'est le code de la bête. La bête est codée 666. Vous entrez votre code dans l'ordinateur, tapez 666. Alors, vous allez dire, oui, mais le code d'une bête, je vous dis pas ce que c'est. La bête symboliserait le système politico-économique mondial. C'est-à-dire cette espèce de système planétaire géré par ceux que je vous ai dit tout à l'heure, un code 666. Et c'est pour ça que vous retrouvez 666 dans tous les coins, et vous retrouvez 666 dans des sigles de société. Par exemple, vous avez une société, je ne sais plus laquelle, il y a ça dans mon livre, il y a 3 6 qui sont entrelacés. C'est-à-dire quand vous le séparez, vous voyez bien que c'est 3 6. Un autre, bien, c'est dans les personnages qui sont décidés sur un logo, vous avez 3 6. Quand vous prenez la signature de Walt Disney, ces W et ces D sont enroulés comme des 6. J'allais dire, mais Walt Disney, c'est pas la bête. Il peut très bien avoir fait partie d'un groupe occulte du système dans lequel ils étaient. Donc en gros, en faisant ça, je ne m'éternise pas là-dessus, hein, parce qu'il y a 36 exemples probants, hein. C'est vrai parce qu'on a les photos. Hein. En gros, ils signent leur appartenance au système mondialisé. Et quand on dit nul ne pourra acheter ni vendre sans la marque de la bête sur sa main et sur son front, vous allez dire, bah alors on inscrit votre code sur votre main, vous n'avez pas sur l'oublier, vous allez à la banque, vous allez inscrire sur ma main, et là, sur le front, vous êtes marqué par la bête. En gros, bien sûr, vous n'avez pas un chiffre écrit sur votre front, ça veut dire que par la pensée, vous êtes toujours en train de penser à votre code, comme vous dit, n'écrivez pas, mémorisez-le. Il est là, puis alors maintenant, il y a mieux, parce qu'il y a les fameuses puces RFID, qui est mini machin, comme genre, comment ça s'appelle, comme il est dans les téléphones. Oui, alors un tout petit truc de quelques millimètres, mais qui contient votre code, qu'on implante sous la peau, entre les 2 yeux. Vous êtes au niveau du 3e œil, là j'ai déjà et sur la plante de la main. Ah, il paraît que ça existe déjà, hein. On peut infiltrer une puce dans la peau. Alors là, vous allez quelque part, on dit, donnez votre code, vous le mettez, ça enregistre le truc. On le fait maintenant même avec la pupille de l'œil, parce que l'iris, il n'est pas le même chez aucun des humains. Montrez le truc dans la caméra, paf, la porte s'ouvre. Et puis bien sûr, si vous n'avez pas le bon code, si vous l'avez mal fait, s'il est périmé parce que vous êtes un mauvais sujet, là vous passez pas, vous passez plus, vous ne pouvez plus vivre, si vous n'avez plus accès à la banque, à l'organisme machin, à la sécu, à tout ce qui s'ensuit, nul ne pourra acheter ni vendre sans la marque de la bête. Donc on marquerait les humains, entre guillemets. Hein. Bon, je me suis dit, mais aussi, mais pourquoi ça fait allusion au commerce?
parce que nul ne pourra acheter ni vendre. Ah, c'est un commerce. C'est donc le milieu économique et financier. Donc en fait, la gestion secrète de ça, c'est plutôt financier. C'est plus financier que politique. En fait, ceux qui auraient dans l'économie sont plus des spéculateurs et financiers internationaux que des hommes politiques qui en fait leur obéissent. Alors vous allez dire, bah, tout ça, où est-ce qu'on veut où est-ce qu'on est parti? Bah forcément, ça peut continuer à se dégrader de cette façon-là. Et alors certains vont me dire, hein, parce que ça fait partie hein, du jeu aussi, oui, mais aujourd'hui les États-Unis sont très affaiblis, ils ne peuvent pas être responsables de tout ça, en tout cas s'ils l'ont été dans l'après-45, depuis 2001, et ce qu'ils ont subi, une guerre qui a échoué en allant faire le Ramdam au Moyen-Orient et en Afghanistan, etc. Aujourd'hui, on voit bien qu'au Moyen-Orient, ils n'arrivent pas à intervenir. Je veux dire massivement avec le débarquement de troupes et tout ce qui s'ensuit. Et alors, bien sûr, il reste une autre puissance, tout aussi terrible, c'est la Russie. Alors la Russie, elle n'est pas tellement marquée par 666. Vous ne trouvez pas les mêmes choses pour la Russie. Hein. Mais vu le jeu de la Russie depuis quelque temps, vous vous dites, bon, c'est quand même un petit peu un pays montant et curieusement rival des États-Unis. Bon. Alors, est-ce que la Russie joue un rôle dans le système? Alors oui, bien sûr, elle a joué un rôle planétaire immense quand ça a été l'URSS. L'URSS s'est effondrée. Là, il y a personne qui l'a coulé. Hein. Elle s'est affaissée sur elle-même. Elle s'est autodétruite. On peut dire la fameuse perestroïka. Le jour où le fameux Gorbatchev a dit je réforme le système, elle a tellement réformé, et lui beaucoup plus que chez nous, hein, parce que là, dans la forme radicale, forcément, vous faites effondrer complètement tout le système. Donc, on s'est dit, bon, on est débarrassé de la Russie. Alors, il y a une période très trouble qui est la période Eltsine. Alors, je ne donne pas de détails là-dessus parce que toute cette histoire-là, je l'ai racontée dans l'histoire secrète de la Russie. C'est-à-dire toutes les histoires depuis Ivan le Terrible jusqu'à Boris Eltsine. Alors, il s'est passé une chose extraordinaire. C'est que le régime de Eltsine allant tellement mal, et ayant fait 2 mandats présidentiels, étant à la fin très malade, a décidé de passer le pouvoir, mais un peu comme on fait dans certains pays, en désignant à l'avance son successeur. Au lieu de dire je démissionne, on fait une nouvelle élection, on a préparé le terrain un petit peu à l'avance. On ne sait pas comment ça s'est passé dans le secret du Kremlin. C'est que soudain on a appris que celui qui était vice-président, alors qu'il y avait Eltsine président et vice-président, serait donc Vladimir Poutine. Un inconnu total. D'accord? Alors ce Vladimir Poutine qui était vice-président, après il y a eu la démission de Eltsine. Donc il est resté Poutine tout seul vice-président, chargé pendant 3 mois de préparer l'élection présidentielle. Il s'est présenté à l'élection présidentielle et il a été élu. Bon, il était totalement inconnu à l'époque. Hein. En janvier 2000 ou en 1999, on va dire, alors il y a Vladimir Poutine en Russie, personne ne le connaissait. Aujourd'hui, il est archi connu. Hein. Je ne dirais pas qu'en 2015, c'est l'homme de l'année. Hein. Et puis, vous n'avez pas un bulletin d'information, vous ne parlez pas de la Russie, vous allez dire Vladimir Poutine. Hein. Sauf que, c'est pour ça que j'en viens à mon histoire, ça s'est passé le 31 décembre 1999. C'est-à-dire le 31 décembre 1999, on apprend que Boris Eltsine, il y a tous les photos dans les journaux, transmission, nomination, Vladimir Poutine, vice-président de Russie. Qui est le président du FSB, service secret soviétique. On n'a pas pris n'importe qui comme vice-président, le chef des services secrets purement et simplement, ex-KGB. D'autres avaient fait partie, Vladimir Poutine, mais c'est qu'avant, moi j'ai cherché un petit peu, hein, parce que je me suis dit, bon, c'est bien bon, d'où il sort, comment ça se fait que ce soit lui. Et puis j'ai cherché quelque chose de très curieux, c'est qu'avant il a été Premier ministre. C'est-à-dire avant d'être nommé président, il était Premier ministre. Et devinez à quelle date? Eh bien autour du 11 août 99. C'est-à-dire qu'il a été nommé par Eltsine Premier ministre le 5 août. Il a fallu un vote du Parlement pour l'entériner et ça s'est passé le 16 août 99. Et dans l'autre deux, vous avez l'éclipse.
Alors forcément, les petits malins habituels vont me dire, mais c'est pas parce qu'il y a eu cette nomination-là, à cette époque-là, que ça a à voir avec l'éclipse et que ça a à voir avec 99, avec la fin des temps. Parce que vous avez vu la montée en puissance de la Russie depuis cette époque-là. Et la coïncidence des dates, c'est-à-dire deux dates de 1999. À aucun autre chef d'État qui est arrivé au pouvoir cette année-là. Donc est-ce que ça ne serait pas un signe lié à l'éclipse? Alors comme dans je ne sais pas combien de prophéties, sans que ça en mentionne la Russie, hein, mais des dizaines et des dizaines de prophéties mentionnaient la dernière période de la fin des temps, comme 1999, en gros l'éclipse ouvre la dernière période de l'âge de fer. Et il s'en est passé sérieusement cette année-là, comme vous voyez, et depuis. Bon. Alors si vous prenez un de ces prophètes en question, on va arrêter bientôt, hein. On va arrêter parce que ça fait beaucoup là. On pourra y parler comme ça pendant 107 ans. Hein. Comme diraient certaines personnes sur internet, vous pouvez parler comme ça pendant 6 heures ou 8 heures, je réponds toujours, bien évidemment, mais je suis obligé pour le film d'arrêter. Si vous prenez Nostradamus, vous avez l'an 1999, 7 mois, du ciel viendra un grand roi de frayeur, ressusciter le grand roi d'Angolmois, avant et après Mars, régné par bonheur. Alors, vous savez comment c'est écrit Nostradamus. Hein. C'est des formules extrêmement tarabiscotées, on ne sait jamais quel événement ça correspond, ni à quelle année, mais il y a 2 quatrains sur des centaines et des centaines, où il donne 2 dates en clair. Et devinez les 2 dates, 1792 et 1999. C'est un très très grand hasard. Parce que bien sûr, l'an 1999, c'est 1999. À l'époque, on disait 90 pour 900. Hein. Pour 9. 7 mois, vous allez dire c'est le mois de juillet. Voilà, l'éclipse, elle est du 11 août. Hein. Alors, comme c'est fatidique, du ciel viendra un grand roi des frayeurs. Forcément, lors de l'éclipse, on n'a pas vu un grand roi des frayeurs. Là, après le Satan, qui est arrivé à cheval là, sur la planète. Sauf si on considère que l'éclipse, avec un double carré totalement maléfique, soit la frayeur dans le ciel, annonce une période qu'on appelle dans la Bible l'abomination de la désolation. Et ressusciter le grand roi d'Angolmois avant, après Mars, régné par terreur, par bonheur, avant et après Mars, et après le jeu de Mars, bien sûr la guerre. Mais alors bien sûr on a eu du mal à comprendre le grand roi d'Angolmois. Ça voulait rien dire dans 1999, parce qu'il y en a qui ont pensé à Angoulême, et se sont dit qui pouvait être le roi d'Angoulême, qui est origine d'Angoulême et appelé prince d'Angoulême, c'est François Ier. François Ier est prince, ou du d'Angoulême, un truc comme ça. On s'est dit mais ça n'a rien à voir avec 99 et la fin des temps, à moins qu'il y ait eu quelque chose dans la vie de François Ier qui donnerait une indication. Puis vous savez, quand on sait par certaines prophéties, enfin certains quatrains de Nostradamus, qui fait des anagrammes. C'est-à-dire, en gros, on intervertit les lettres, on intervertit les noms, on fait des raccourcis, des rallongements, des trucs comme ça. Et que Angolmois, si vous permutez les lettres, ça donne mongol. Ça donne le mongol, vous voyez, si vous prenez le mot, mongol, etc. Et donc, ça ferait allusion au mongol. Quand vous êtes chez les Mongols, vous êtes en Mongolie, vous êtes entre la Chine et la Russie. Dans d'autres prophéties, pas de Nostradamus, on vous dit que l'Antéchrist sera d'origine juive, mais d'une famille d'origine juive, mais pas juive de nationalité, il est né en Asie centrale, dans l'Altaï. Et l'Altaï, c'est où? Pas loin de la Mongolie. Alors, comme c'est une zone qui est intermédiaire entre la Russie et la Chine, et juste au-dessus du Moyen-Orient, et qu'on dit dans d'autres prophéties, les forces de Gog et de Magog vont s'infiltrer à travers l'Afghanistan, bon, vous dites que c'est quand même absolument invraisemblable d'avoir ça, parce que ça vous remet dans la même région. Une région très sensible aujourd'hui. Hein. Alors forcément, il y a des dizaines de quatrains qui ont rapport avec ça. Quand ceux du pôle arctique unis ensemble, alors pas les pôles, hein. En Orient, grand effrayeur et crainte, vous retrouvez grand effrayeur et crainte en Orient, au Moyen-Orient, ou en Asie centrale. Hein. Voilà. Élu nouveau, soutenu le grand temple. Le grand temple, c'est grand tremblement
ces tempêtes, ces catastrophes, etc. Rhodes, Byzance, 200 barbares teints. Alors, ceux du pôle Arctique unis ensemble, qui bordent l'océan glacial arctique? Vous avez d'un côté la Russie, de l'autre côté le Canada, mais aussi l'Alaska américaine. Donc en gros, qui borde l'Arctique? L'Amérique du Nord, États-Unis, Russie. Unis ensemble, est-ce que les deux feraient, comme ça s'était déjà passé à une époque, cause commune? Parce que vous savez, pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et l'URSS sont tenus ensemble contre les nazis. Pour X raisons d'intérêt internationaux, est-ce qu'ils seraient capables de s'allier? On dit bien, quand ceux du pôle Arctique unis ensemble, en Orient, donc ça concerne l'Orient, il se passerait quelque chose en Orient, une grande frayeur encore. Élu nouveau, alors qui serait l'élu nouveau? Un élu d'un de ces deux pays, l'élu nouveau, alors on peut dire c'est Vladimir Poutine de 1999, ou c'est le président américain qui sera élu en novembre 2015. Nouveau élu, soutenu, sous-entendu par une majorité de l'opinion puisqu'il est élu, mais le grand un grand tremblement. Est-ce que le nouveau président américain, ou Vladimir Poutine, ferait un coup XY au Moyen-Orient? Poutine y est déjà. Il y a des bombardements massifs tous les jours, alors que les Américains qui devaient intervenir à un moment le refait, Poutine le fait à sa place. Bon. Puis après Rhodes, c'est l'île de Rhodes, au large de la Turquie. Byzance, c'est Constantinople. C'est Istanbul. Donc la Turquie, elle est bien dans le jeu au Moyen-Orient aujourd'hui. 200 barbares, barbares, c'est les orientaux. C'est très curieux ça. Ouais. Alors, on peut continuer comme ça, on peut pas aller plus avant parce qu'il est déjà très tard, là on va arrêter là. Mais ça veut dire, mais alors si on prend l'Europe, alors elle joue peut-être un rôle là-dedans, alors l'Iran joue peut-être un rôle là-dedans, alors Israël, alors on n'en parle pas beaucoup d'Israël, vous avez vu en ce moment? Quand on parle du Moyen-Orient, on dit c'est la catastrophe parce que vous avez l'Iran, la Turquie, le Liban, la Syrie, l'Irak, les Américains, une coalition occidentale, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, et puis les Russes. Et Israël, on entend très très peu parler. Non mais je dis, mais le jour où ils vont rentrer dans le conflit, pour X raisons, en gros ce qu'ils craignent c'est la puissance supérieure de l'Iran. Si l'Iran devient trop important et que c'est lui qui, bat les terroristes, etc., ça deviendra trop dangereux pour Israël, il y aura une intervention. Parce que dans les prévisibilités qui concernent Israël, on dit toujours, à la fin, quand ce sera la fin des fins, très très périlleux pour Israël, l'ennemi vient du nord. Alors l'ennemi vient du nord, vous voyez ce que ça veut dire? On peut dire, le nord, alors c'est Hitler. C'est bien sûr Berlin, par rapport à Jérusalem, c'est le nord. Mais il y a mieux. Parce que vous savez quelle est la ville qui est au nord de Jérusalem, à quelques dizaines de kilomètres, peut-être une centaine de kilomètres, enfin pas loin, sur le même méridien. Vous savez, Jérusalem, vous avez une ville juste au-dessus. C'est Damas. L'ennemi vient du nord. Aujourd'hui, ça, c'est toujours été. Parce que dans l'Antiquité, les Assyriens, les Babyloniens, ils étaient du coin, puis ils arrivaient par le nord pour faire la conquête. Mais si vous montez dans le méridien, plus haut vers le nord, c'est-à-dire vers le pôle, vous tombez sur quoi? Vous tombez sur Moscou. Parce que Moscou est sur le même méridien que Jérusalem. Et que Damas, que Moscou et Damas sont alliés, et que si Moscou est à Damas, les Russes à Damas, parce que c'est pas Moscou qui est, à quelques dizaines de kilomètres de Jérusalem. On y est très vite. Le jour où on y sera, vous allez dire, mais qu'est-ce que ça fait et qu'est-ce que ça change? Le jour où on y sera, c'est la fin des fins. C'est-à-dire là, c'est le chaos final, c'est que s'il y a une guerre générale au Moyen-Orient, à laquelle Israël participerait. Voilà, on en est là, on arrête là pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, entre autres, parce que vous avez...